cette Sologne dans laquelle tu m'as amené. Oui, Ah, je m'en souviens. Et tu sais, l'aimes 50 ans après, elle est toujours aussi belle. toujours. Sur ton Ah, front. Oh là, regarde voilà ça. le printemps qui vient. Alors là, c'est agréable. Regarde ça si c'est joli. Regarde-moi. Toujours aussi belle. Toujours aussi prenant. Regarde-moi ces roseaux qui sont roseaux, puis cette lumière dans les champs. Argenté derrière. Enfin, tu vois. Regarde si c'est beau. Oui, avec le petit vent léger. On glisse. Ce nombre d'étangs insolite pour un autre pays que la Sologne, c'est vraiment une caractéristique du paysage. Ils ont été faits après la guerre de 100 ans et ça a redonné un coup de fouet économique à l'économie solognote. Non, ce sont des étangs qui sont... Oh, les grands étangs ont été faits après la guerre de 100 ans. Le malheur, c'est qu'on les a multipliés. Le malheur, surtout, c'est qu'ils n'ont pas été entretenus au 18e, ainsi que les fossés qui conduisent l'eau dans les étangs. Alors, évidemment, le palu s'est installé. Et j'ai bien peur que si ça continue en Sologne, ça recommence, le palu. J'ai commencé parce qu'on m'a envoyé un questionnaire pour l'encyclopédie de Monzy. Bon, j'ai fait faire 150 imprimés à mes frais qui ont été envoyés aux instituteurs de l'arrondissement. J'ai reçu une réponse et demie. Alors moi, quand l'adversité me frappe, je réagis d'autant plus violemment qu'elle me frappe durement. Je dis, ah, puisque c'est ça, je vais me prendre par la main. Et puis j'ai eu l'astuce, je dois dire bien, l'astuce de demander à mes élèves, voulez-vous me faire un devoir de vacances volontaires aux vacances de Pâques sur la façon dont on mettait les gerbes dans les champs, sur la forge de votre village, sur enfin un certain nombre de coutumes. Et puis ma femme, a demandé la même chose à ses filles. Alors, sur la nourriture, sur la cuisine ancienne, sur ce qu'on mangeait, comment étaient répartis les repas dans la journée, les repas faits, etc. Et je suis parti là-dessus. Alors, passé en 36, 37, et mes potaches, très heureux de ce que je leur avais demandé, m'ont ensuite, je leur ai dit, c'est pas ça, mais vous m'avez répondu à telle chose, vous êtes gentil, mais je voudrais bien voir votre grand-père, ou votre père, ou votre mère, ou votre grand-mère qui vous a répondu ça. Et alors, j'étais introduit par mes potages dans les familles, qui étaient très fiers, vous pensez bien, de recevoir un professeur de leur gosse. Oui, et puis c'est pas sans mal que j'ai mis au point mes recherches, hein, parce que j'ai eu de la bagarre avec les officiels qui m'ont tiré drôlement dans les jambes. Hein. Quand je pense qu'au Congrès international de folklore de 1937, je signalais M. Georges-Henri Rivière, conservateur du musée des arts et traditions populaires, qu'il y avait à proximité de Paris un isolat ethnologique formidable qui était la Sologne, il m'a fait semblant de ne pas être intéressé. Quelque temps après, il a organisé une mission en Sologne, sans me le dire, bien entendu. Et il est venu me trouver le soir où ils sont retournés à Paris, chez moi. Je l'ai fichu à la porte de chez moi, mon pied au derrière, mais pas moralement. Hein. C'était pourtant un grand bonhomme, mais moi je n'étais pas grand, mais je vous assure qu'il a dû comprendre. Hein. N'aille pas s'embourber. Oh, attends. Ça me chatouille. Oh, bah alors, t'as pas l'habitude d'être chatouillé de temps en temps, toi? Ah bah alors là, t'es pas normal. Je sais pas, il est connu, mais enfin, il est un peu isolé. On connaît les grands quarts de tourisme, les organisations de voyage ne connaissent que les châteaux classiques de la Loire, Blois, Chambord, Azay-le-Rideau, Amboise, etc. Bon, celui-là, il est un peu à l'écart, il est au milieu des terres, d'ailleurs, dans un paysage magnifique. On n'y fait pas très attention. C'est un château, c'est un faux château militaire, ça.
L'élégance de ce château-là est due, à mon avis, à une influence féminine. Et je pense que le château commencé en 1480 par Philippe Dumoulin, qui a mis une dizaine d'années pour ne pas le construire complètement, a été terminé lorsqu'il s'est marié avec Charlotte d'Argouges. Et Charlotte d'Argouges a eu une influence certaine sur la fin de la construction de ce château. Car Philippe Dumoulin, primitivement, n'était qu'un écuyer, un petit écuyer de Sologne, sans doute propriétaire de ce qu'on appelle un alleu, c'est-à-dire une terre libre, qui ne payait d'impôts à personne et sur laquelle il était maître et seigneur, entièrement. Mais sans avoir le droit de haute et basse justice, c'est-à-dire sans avoir le droit de vie et de mort sur les sujets même de son alleu, ça c'était le roi. Et la Sologne a profité d'une façon extrêmement forte de la présence de la cour à Romorantin et à Blois au XVIe siècle. Et à ce moment, la Sologne était un pays relativement riche. Il ne faut pas l'oublier, la dégringolade de la Sologne, ça a été le XVIIIe siècle où on a pu entretenir les fossés et les étangs et où le paludisme s'est développé de plus en plus. Mais allez au XVIe siècle, lorsque la cour était dans les environs, les Solognots cultivaient leur Sologne comme un jardin. Bon, je dirais, il y a peut-être un peu pour un Normand, c'est assez drôle, il y a peut-être beaucoup d'imagination parce que j'ai l'impression que je transpose un peu dans ce château l'impression première que m'avait faite ma femme. Petit château, élégant, gracieux, presque un air enjoué. C'est l'impression que m'avait donnée ma femme la première fois où on ne se connaissait pas encore, je l'avais aperçue. Alors peut-être c'est une question sentimentale qui joue, mais j'avoue que je suis un amoureux de la Sologne. Et j'avoue que quand je me suis marié en décembre 1935 à Romorantin, eh bien, je suis devenu, sans le savoir, ma femme non plus, je suis devenu bigame, parce que je me suis en même temps marié avec la charmante Sologne. Et j'aime y revenir, je l'aime, elle est variée, c'est un pays calme, me plat, dont les gens sont futés, comme tout, extrêmement adroits de leurs mains, parce que le paysan sologno, quand on l'étudie à fond et au point de vue historique, le vieux paysan sologno n'achetait rien. Il n'achetait que le sel et le fer, comme beaucoup de paysans français d'ailleurs. Il faisait tout lui-même, même ses meubles. C'était un pays fermé. C'était, moi, quand j'y suis venu, j'ai eu la chance de trouver en Sologne, d'être à un point dans le temps extrêmement intéressant, qui est le point précis où c'était la fin de la civilisation pré-machiniste et le commencement de la civilisation industrielle. Et j'ai pu récolter, par interrogatoire sur le terrain, et ça en dehors des documents, des renseignements sur la vie quotidienne des paysans, des Solognots, et pas seulement que des paysans, mais des Solognots en général, qui dataient, qui remontent à des centaines d'années, car la mémoire populaire est extrêmement puissante. Par vous dire comment on a vu M. Eden équipé, M. Eden, avec ses godillots, ses chaussettes renversées par-dessus, son vélo, et allons-y, à travers la campagne, par tous les temps. M. Eden y trouvait ma grand-mère au champ, se racontait des histoires. Ah, c'était pas une petite affaire. Ah ben j'avais juste un crayon, un carnet et puis un appareil photographique à plaque, c'est demi-neuf. Et puis M. Eden, il s'en allait plus loin, puis il écrivait tout ça. Combien de kilomètres, M. Eden, que vous avez fait à bicyclette pour pouvoir faire votre... Dans les champs, il se C'est pas mettait. difficile. M. Dans les Eden, augeons. il se mettait assis dans un pied d'augeon, bien à l'abri avec la grand-mère, et ça durait comme ça tout l'après-midi. Quand on fait une enquête comme ça, il faut laisser les gens parler. Il ne faut pas leur poser de questions. Si on leur pose des questions, ils sont tellement malins qu'ils vous répondent dans le sens où vous souhaitiez qu'ils vous répondent, même si vous ne dites pas un mot. Alors, il faut les laisser tranquillement raconter. Naturellement, il faut d'abord qu'ils aient confiance en vous. Bon. Eh bien, alors, avec Maman Landerouin, c'était... On avait des atomes crochus, c'est pas possible, hein, parce que ce qu'elle me racontait, on riait, on s'en payait. C'est de la faute à l'amour que j'ai pour la Sologne. Pour la grand-mère. Ah, je l'aimais bien, oh, ça oui, je l'aimais bien. Puis alors après, quand je m'en allais, parce que je ne pouvais pas toujours prendre de notes devant elle, mais j'ai une bonne mémoire à ce moment-là. Oui. Oh, je me planquais
au pied d'une bouche-tue, Pas un peu plus loin. Pas plus loin que chez la mère Simon. Oui, et puis je prenais mon carnet, et puis vas-y, allez hop. Tout ce qu'elle m'avait dit, c'était enregistré. Ah, Il n'y avait pas de magnétophone à l'époque. Et Hein. vous savez, quand elle rentrait à la maison, elle disait « Oh mince, j'ai oublié d'y dire ça, monsieur Eden. » Alors quand il faisait mauvais temps, ben, monsieur Eden, au lieu d'aller trouver la grand-mère dans les champs, Bah, je monsieur revenais à la Eden, maison. il venait à la maison. Et voilà. Il ne bouge pas, il dit, tu vas voir, il dit, on va rigoler. Il dit, moi, il dit, je vais faire, hi. Pourquoi tu vas me faire, ah. Il dit, nous, la partie a marché, hi. Ah. Mais alors, une citrouille, on l'a vidée. Ouais. Et alors, on y faisait des grandes dents, Des grands yeux. des grands yeux, une grande bouche. Et on mettait une bougie dedans. Ça Alors faisait pas les beau. gens, quand ils venaient pour aller au cimetière, qui voyaient cette grosse bête, cette grosse tête, ils étaient épouvantés. Et bien, ils avaient vu le diable encore là-dedans. Ah, puis alors ça ne restait pas là, je vous prie de quoi. Et c'était les jeunes qui faisaient Alors, ça. les gens, quand ils voyaient ça, pensaient donc qu'ils passaient plus auprès du cimetière, ils en avaient la frousse de voir des bêtes pareilles. Et vous savez, il y avait un truc aussi. Ma grand-mère, un jour, un matin, elle s'en va donc dans son écurie. Une vieille masure faite de paille, de torchis, enfin comme c'était autrefois. Pas bien logée, bien entendu, la bête. Puis, tiens, elle dit, elle est drôle, ma vache, ce matin. Elle en a un poil piqué. Oh, elle dit ça. Mon petit Fernand, viens voir la vache. Mais tu sais qu'elle n'est pas belle, notre vache, ça va crever. Hein? Tu sais pas ce qu'on va faire. On va la détacher, on va l'afficher dans la rue, au champ, et on va rien dire à personne, et on va nettoyer l'écurie. Ça t'entend, il y a quelque chose là-dessous. Alors, comme le plafond de la cabane était fait avec des fagots, des bourrées, ils ont tout défait. Ils ont curé la vache, ils ont tout défait le plafond. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé dans le plafond d'écurie? Une bouteille, un bouchon et une plume d'oie, avec un liquide qui tombait goutte à goutte dans la nourriture de la vache. Alors donc, la vache, automatiquement, elle aurait été empoisonnée, donc en sorcellerie. C'était ça le sorcelage. Alors, ensemble avec tous les voisins, quoi, on faisait des bonnes veillées. Alors, on jouait aux cartes. Et quand on avait marre de jouer aux cartes, souvent on faisait le réveillon. Mais après, il fallait bien s'amuser. Enfin, vous savez bien. Alors voilà, ils prenaient un journal, comme j'en ai un là, vous voyez. Mais après, c'est épais que ça est trop épais, celui-là. Voilà. Ils prenaient le journal, ils le mettaient comme ça. Attendez, hein, attention, moi j'ai pas de culotte. Hop, ils mettaient le journal comme ça, et puis ils se promenaient comme ça. Je te parierai sans tes culs, tu me mettras pas le feu aux fesses. Je te parierai sans tes culs, tu me mettras pas le feu au cul. Alors, c'est tout comme ça. Je le note. Vous l'avez jamais vu, celle-là? Non. Ces 3 gros volumes sont le résultat de mes recherches en Sologne, de mes recherches ethnologiques et historiques sur l'histoire agraire de la Sologne. Au départ, j'avais fait mes recherches, je n'avais pas beaucoup d'ambition, je n'avais pas cette ambition, mais comme j'avais une licence de lettres, une licence d'anglais, j'ai dit après tout, pourquoi pas faire une thèse. Et puis, il faut qu'une thèse amène du nouveau. Ben, celle-là, je crois qu'elle amenait du nouveau, sur bien des points, à la fois sur le plan technique et sur le plan des études des mentalités du paysan de Sologne. Peut-être j'étais un pionnier, et peut-être que ce qui m'a rendu service, c'est que j'ai jamais suivi un cours d'université, un cours quelconque d'enseignement d'ethnologie. D'ailleurs, ça m'est arrivé la même chose pour la préhistoire. Je n'ai jamais suivi un cours de préhistoire. Je suis parti sur le terrain, je me suis débrouillé tout seul, j'ai examiné le terrain, j'ai examiné les... Alors en ethnologie, j'ai examiné les gens, l'environnement, etc. Et puis, bon, bah, ça a marché tout seul. Ça a marché tout seul. Pas d'idée a priori. C'est quand même très, très sympathique de retrouver cette bonne vieille église de Souvigny avec son splendide cactoire. Oui. La base des murs Bah. en tête de chat.
Oui, bah, naturellement, la Sologne n'avait pas de pierre dure, alors on utilisait les rognons de silex, c'est d'ailleurs la partie la plus ancienne de l'église. Mais regarde donc et admire donc cette charpente. Tiens, avance un peu, regarde-moi ça. Regarde comment le travail d'assemblage qu'il faut faire et les calculs qu'il faut faire, parce qu'il faut que ce soit extrêmement juste. Hein. Oui, oui. Mais tu sais, Et ça, élégant en même temps. c'est un chef-d'œuvre de charpentier presque. Et C'est un chef-d'œuvre de charpentier. Et en même temps, ça donne une très belle élégance à l'église. Autour, ça l'habille. Cette église qui, en fond, est très simple, elle n'est pas décorée à l'extérieur. Ben, écoute, tu vois, ça l'habille. Oui, oui. Ça, c'est bon. Comme quoi, une femme bien habillée, ça vaut mieux qu'une femme en maillot de bain. Tu vois, ben, les églises, c'est pareil. Et là, et ces baies, cette idée de faire de baies, et cette magnifique balustrade en X, regarde-moi ça. Ils auraient pu faire simplement oui, les poteaux. oui, Non, oui, non, non. on décorait. On avait un sens de l'élégance. D'ailleurs, la Sologne était le pays du bois. On y travaillait remarquablement bien le bois. Regarde-moi, regarde l'entrée, tiens. Regarde ce portail. C'est tout un art. Avec cette triangulation-là. Le captoire qui entourait les églises de Sologne, l'église étant le centre religieux, mais avec son captoire, c'était le centre politique et administratif de la paroisse. C'est là que on lisait tous les actes administratifs de l'intendant, du bailli, c'est là qu'on annonçait les ventes, c'est là qu'on lançait les monitoires contre les voleurs, les criminels, etc. C'était vraiment, cette galerie, c'est là où se réunissaient les gens. C'était vraiment le lieu de rassemblement de tous les habitants de la paroisse, quels qu'ils fussent. Et les femmes, et les femmes avaient voix dans les assemblées de paroisse, les femmes avaient la même voix que les hommes. Chefs de famille, les femmes chefs de famille avaient exactement la même voix. Donc c'était déjà assez démocratique. Oui, et sympathique en même temps. Et si on voulait envoyer des députés, si j'ose dire ce qu'on appelait des procureurs à l'époque, vers les seigneurs ou vers le roi, c'était là que ça se décidait. Et s'il est arrivé, par exemple, au XIIIe siècle, que dans certaines communes, certaines paroisses de Sologne, on n'hésitait pas à envoyer près du roi à Paris des procureurs pour discuter, dire qu'on n'était pas d'accord du tout avec les droits du seigneur. Oh, mais faut pas croire que les bons paysans de Sologne, comme ceux de France et de Navarre, d'ailleurs, se laissaient faire. D'ailleurs, le roi a toujours été beaucoup plus près du peuple que les nobles. Et il s'est plutôt bagarré avec les nobles en faveur du peuple. Ça, on l'oublie un peu trop dans l'histoire officielle. Oui, oui. Alors là, vous avez le vieil intérieur sologno. Alors les intérieurs sologno étaient très pauvres. Parce que les sologno... D'abord les sologno étaient pauvres, puis ils étaient toujours tristes. Ils étaient toujours tristes à cause qu'ils vivaient que dans des marais. Il y avait des marais, il y avait les fièvres, il y avait... Bon, bah, ils étaient toujours tristes. Et puis on les appelait des mangeurs de caillé. Ils mangeaient pas grand-chose. Ils mangeaient du caillé, du fromage et puis un peu de graissage. Ils mangeaient pas grand-chose. Ils étaient toujours ils mangeaient maigre. Alors là, vous avez un coffre à linge. Bien souvent, c'était des cochelins de mariage. C'était offert à la mariée et tout garni avec son trousseau. Parce qu'ils avaient de nombreuses paires de draps. La grosse lessive, elle était faite que 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois à l'automne. Et il avait 40 paires de draps chaque fois à la sente de bois. La chaise à sel. Alors la chaise à sel, c'était pour cacher le sel. Parce que on payait un impôt sur le sel, la gabelle. Donc on asseyait la grand-mère dessus, qui était quelquefois impotent. Et puis avec ses grands jupons, à cacher la chaise. Et puis les gabelous, d'abord, n'avaient pas le droit de faire lever les personnes âgées.
Donc le sel, il se trouvait à l'abri. Là, vous avez un dévidoir à laine pour faire les échauds de laine. Et puis là, vous avez la cheminée avec le four à pain. Alors le four à pain, on le chauffait avec des fagots comme vous voyez dans le coin. On emplissait le fagot, le four de fagots. Après, on y mettait le feu. Une fois que c'était réduit en braise, on écartait la braise avec le rouab, cette grande tige de fer. On écartait la braise tout le tour. On donnait un coup de balai dans le milieu, puis on enfournait le pain avec la pelle à pain. Mais auparavant, on enfournait aussi les fagots. Dans le four était chauffé avec des fagots d'épines, bien souvent pour économiser les autres fagots. Alors on prenait ce fourcher qui s'appelle le fourcher ou diable, parce que ça ressemblait à un fourcher, une fourche de diable. Et après, quand le pain, on mettait le pain, on le laissait quelques heures dans le four, et après on le sortait du four, on le mettait sur l'échelle à pain. Parce qu'on faisait le pain tous les 10 jours. Donc il fallait le mettre, le pain, à l'abri des rongeurs. Il y avait toujours des souris dans les maisons. Donc il fallait mettre le pain à hauteur. Alors la pâte à pain, elle était brassée d'abord dans la mie, que vous voyez derrière les mannequins. Et après, la pâte, on la mettait dans les corbeilles. Et les corbeilles, on plaçait ça sous les dredons au chaud pour que la pâte relève plus vite. Et après aussi, après la fournée de pain, on passait aussi les prunes sur une clé. On faisait sécher les prunes pour les garder l'hiver, sur une clé. Et puis on s'éclairait dans le four avec une oribu. Là, vous avez un petit oribu. Alors l'oribu, c'était une espèce de petite chandelle, une espèce de petite pétrelle, une bougie, qu'on faisait aussi le soir à la veillée, avec de la résine, du suif et du chanvre. C'était une espèce de petite chandelle toute noire, mais qui fumait. On appelait ça une pétrelle. Puis alors là, vous avez le lit. Le lit à l'ange, ce qu'on appelle. Alors le lit à l'ange, on mettait une paillasse, on avait une balière et puis un lit de plumes. Puis un édredon. Ça faisait des lits qui étaient très hauts. Alors là, vous avez le lit à l'ange, avec sa paillasse. Alors la paillasse, on l'a changée tous les ans à la moisson, on remettait de la paille neuve. Parce qu'il y a des espèces de petites bouinottes, puis on brassait la paille pour y donner un peu qu'elle soit moins dure. Puis on mettait une balière, et puis un lit de plumes, des couettes, puis des dredons par-dessus. Alors les lits sont très courts et très étroits. Parce qu'à cause du climat, on était toujours bronchiteux. Donc on se calait avec des oreillers, on dormait presque assis. Et puis alors, le Sologno était très superstitieux. Il ne voulait pas dormir allongé parce que la position allongée, c'était la position de la mort. Donc il ne voulait pas avoir cette position. Et puis la légende dit lit à l'ange, autrefois les lits étaient à colonne. C'est-à-dire que le baldaquin était tenu à la colonne du lit. Et soi-disant que c'est un docteur accoucheur qui aurait eu des difficultés au cours d'un accouchement, qui aurait fait couper les colonnes et fait accrocher le baldaquin aux solives. C'est pourquoi on l'a appelé le lit à l'ange, parce que ça a été coupé au cours des langes du bébé, au cours d'un accouchement. Puis là, vous avez une breille à chambre. Alors, le chambre, c'est une plante très haute, un genre de chénuit. On le coupait, on le mettait rouir dans l'eau, puis on cassait la fibre avec ça. Vous avez du chanvre brayé là. C'était brayé, cardé et peigné pour en retirer de la filasse comme ça pour faire de la toile. Ça allait chez des tisserands. Puis là, vous avez une promeneuse pour apprendre au bébé à marcher. On mettait le bébé là, puis il se baladait, il allait d'un bout à l'autre. C'était le baby-trot de l'époque. On appelait ça une promenouille, ou une promeneuse, ou une charrette. Et puis là,
vous avez le blutio. Alors le blutio, c'était pour moudre la farine, c'est-à-dire que le blé, on l'écrasait au moulin en farine grossière. Et on le passait au tamis pour avoir de la farine plus fine pour faire le pain. Alors on mettait la farine grossière par le haut et descendait par une petite trappe dans le tamis. Le tamis, il était à l'intérieur du meuble. On tournait la manivelle, là, ça tournait le cylindre, ça secouait les marteaux, la farine tombait très fine ici. On l'a récupérée dans une toile. Je ne peux pas sentir qu'un objet fait par un artisan, que ce soit un forgeron, un menuisier ou n'importe quoi, soit détruit. Parce que, je crois que c'est Aristote qui disait que l'intelligence commençait dans la main. On n'est pas un homme complet si on n'est pas capable de faire quelque chose de ses mains. Et si j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'aurais exigé de tous les enseignants, depuis les instituteurs jusqu'aux profs d'université, qu'ils fassent des tâches chez des artisans, que ce soit des menuisiers, des luthiers, des ébénistes, des forgerons, etc. Parce que là, ils verraient ce que c'est que le travail manuel. J'ai une armoire de l'autre côté, elle a été faite par un instituteur de la famille en 1841. J'ai toujours beaucoup apprécié le travail populaire, la moindre chose. Un forgeron qui faisait un soc de charrue, il était capable de vous faire une grille, il était capable de vous faire une crémaillère torsadée, il était capable de faire des choses merveilleuses. J'ai travaillé avec des sabotiers, mais il faut voir... Ils sentaient leur bois, ils sentaient au nez, mais ils sentaient aussi le fil du bois, fallait le prendre, ils voyaient s'il fallait... J'ai vu même de simples fendeurs pour faire des lattes, pour des quoi. Mais c'était des types intelligents qui connaissaient, qui aimaient leur métier. Il faut une sacrée intelligence pour travailler de ses mains. Il ne faut pas croire que ça se fait comme ça. Hein. Et puis il y a des coups d'outils qui ne pardonnent pas. Hein. Si vous vous trompez, vous n'êtes pas raté. Hein. Ce bateau-là n'avait pas de nom. Puis alors toujours cet esprit d'indépendance des vieux Normands, quoi. Et puis c'est pas de l'orgueil ni de la vanité, c'est d'être maître de soi. Alors il y avait ce dicton normand qui dit il faut toujours rester sire de ses, c'est-à-dire sire, son propre maître et seigneur, de ses, c'est de soi. Alors je l'ai baptisé sire de ses. J'avoue que moi, que dans les églises rurales, c'est la première fois que je vois le clocher soutenu par une telle charpente. Non, c'est beau. C'est un travail, je dirais presque non seulement d'artisan, mais d'artiste. Quand on pense que ça date du XVIe, déjà. Tu te rends compte? Le clocher se trouve au milieu, soutenu par une charpente absolument admirable. C'est un travail où la répartition des forces est étudiée avec une minutie. J'ai fichu un coup de fusil et puis ça l'a tué. Il a... Par sa vitesse, j'avais jamais vu ça, moi. Je sais pas si vous avez vu ça. Sur le nez. Par sa vitesse, il a tourbillonné en l'air comme ça. Moi, de gibier, en général, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sauf le gros gibier, le sanglier, cerf et chevreuil. C'est ce que je vous disais. Du faisan naturel, ça n'existe plus. Le perdreau naturel non plus. Il y a quelques canards naturels, mais qui en général sont issus d'élevage et qui se promènent d'une propriété à l'autre. Nous avons toujours eu des renards et il y avait quand même de la chasse. Il y avait quand même du gibier, il y en a plus. Parce que les printemps sont mauvais, moi c'est la grosse. Il y a d'autres causes, mais c'est la principale. Mais vous ne croyez pas que du fait de la disparition de l'agriculture, il y avait moins de gibier aussi? C'est bien possible. Mais enfin, il y a les coins encore qui sont cultivés comme du temps de bon papa, comme on disait. Oui. Eh bien, il n'y a pas plus de gibier. Oui. Et alors, si elle va retomber dans l'état du XVIIIe siècle... Mais nous en sommes là, c'est une question d'argent. Mais je sais bien. Mais on va retomber dans la soleil du XVIIIe. Les taillis ici que vous voyez sont faits parce que le bois se vend un peu et qu'il y a des clients pour l'acheter. S'il n'y a pas de clients, nous sommes restés pendant 40 ans, tout de suite après la guerre de 40, jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans, il n'y avait pas un taillis qui se coupait. Alors ces taillis vieillissaient et ce n'était pas favorable pour le bois. Cette petite histoire de chasse, c'est pour les petits chasseurs, ça. Parce que les grands chasseurs, ils n'emploient pas ce procédé-là. Les grands chasseurs, ils ne tirent jamais au gîte. Mais les petits chasseurs qui tuent pas grand-chose, eux, ils tirent au gîte. Alors une fois,
on avait bourré une poêle, puis on l'avait mis bien comme il faut dans un gîte, et puis on a fait tirer le gars dessus. 400 et 450 ans. Et je pense qu'il fait à peu près 4,50 m de tour. Sinon Ouais, oui, plus. Peut-être même plus. Attendez, ça va être facile à voir. Hop, j'ai perdu ma... J'ai marqué là. Mais... Hop, ça y est, mon chapeau. Voilà. C'est bon. Là. Oui, c'est juste, c'est bon. C'est bon, Je c'est vois bon. pas où il y a ma barre. C'est bon, avec 1,60 m de brassé. 4,80 m. Oui, je suis 1m62. 4,80 m. Alors, mon envergure doit correspondre à ma hauteur, 4,80 m à peu près. 1m60. Ah bah, j'ai raconté l'histoire dans mes bouquins sur les... Oh, il y a Oh, le mais chêne de si. Miberlan. Sur le fameux chêne de Mibrelan, Le chêne de Miberlan. sur la route d'Ivoire. Oui, on le raconte, mais... Avec c'était un lieu de réunion des sorciers. C'est un lieu du sabbat des sorciers, d'un certain nombre de sorciers de soleil. C'est comme le frêne de Montgiron, avec les mouches cantharides. Donc, qu'est-ce que Oui. c'est des mouches? Oui, ben, j'ai raconté ça aussi. Les mouches cantharides. Oui. Qui rendraient les filles amoureuses, c'est pas ça? Ah bah, Hein? les ailes de mouche, Les ailes de mouches cantharides. les sorciers et puis savaient ça. Hein. Voilà. Quant à monsieur quelconque désirait une femme, il trouvait un sorcier qui lui donnait une décoction ou une potion faite dans laquelle se trouvaient des ailes de mouche cantharides. Voilà. C'est un Et excitant. alors on récoltait ces ailes de mouche, les mouches cantharides, sur le frêne de Montgiron. Oui, oui. Voilà. Histoire. Et ça, c'est... Ah, ce sont les vieilles légendes, hein. Les bonnes vieilles histoires. Ben oui, dans le temps, il y avait des sorciers. Il y en avait des sorciers, oui. Ils faisaient faire des apparitions dans les fermes. Tout d'un coup, ils disaient « Ah, mes moutons sont lâchés ». Il allait pour les rattraper, oui, mais oh, plus rien. C'était éblouissant, Noël, ça. Elle disait « Ah, mes vaches sont lâchées ». Non. Il n'y avait plus rien. Eh ben, un colbrand, oui, c'était un colbrand, ça a soin. Oui, alors ça rabattait dans le grenier. Et il croyait que ça jouait de la musique là-haut. Il montait là-haut, il n'y avait rien. Tout ça, c'était des apparitions. Bon, ce qui paraît que c'était les sorciers. Ils faisaient mourir les cochons en mettant des herbes dans les auges. Et les cochons mangeaient. Et puis ça les faisait mourir. Enfin, dites donc, on nous l'a raconté, moi, je veux bien le savoir. Une piqûre de cacésio sur le ventre ou sur le musio, c'est comme un empoisonnement, ça vous rend tout un calmant. Je la sais pas toute, c'est dommage. Alors là, vous avez la grange en terre battue. Et la charpente à double fêtière. Et le latage fendu à la hache. Là, par ici, vous avez la scie passe-partout. On s'en servait à couper les troncs d'arbres. Le vent, pour vanter le grain. Parce qu'on battait le grain dans les places de grange. Là, vous avez le bion pour affûter la faux. La pierre était dans le bion, là. Ah oui, d'accord. Excuse-moi, Jeannot, on mettait la pierre dans le bion et on mettait ou de l'eau vinaigrée Ou de l'herbe. ou on pissait dans le bion. Ça permettait de donner du fil à la faux. Les voleurs se servaient du coude pour forcer les portes des maisons ou les fenêtres pour les ouvrir pour voler. C'était souvent avec des coutres de tête de vache. On trouve ça dans les procès-verbaux des bailliages. Là, vous avez le tara. Ah. Ça, c'est le tarare, ça c'est... Oui, mais à un moment, tu sais, il y avait la batteuse, la première batteuse qui s'appelait, quand on tournait aussi à la main, qu'on appelait la pleurésie, parce que c'était tellement pénible que les gens risquaient d'attraper une pleurésie. Une pleurésie tellement qu'il avait chaud. Un chauffeur dit, comme on dit chez nous. Oui. Alors là, le tarare, on mettait le grain ici, la poussière là-bas s'envolait là, le grain tombait en dessous propre. C'est un perfectionnement. C'est un perfectionnement. Alors là, le vent, c'est l'ancêtre du tarare. Ah. Puis alors là, j'ai représenté la lessive. C'est comme on faisait la lessive que 2 fois par an. La grande lessive. Hein, parce La que grande déjà- lessive. Oui.
Parce que je pense bien qu'il avait un Et petit on bout de lavait temps en pas temps. la lessive entre les deux bonnes dames. Oui, c'est-à-dire entre certaines fêtes de la Vierge, et puis on nie le vendredi. Ah, bah Vendredi. non, Ah bah, oui, ça, on Il y faisait avait, pas il y de avait des lessive tabous, vendredi. il y avait des interdits un certain nombre de jours de Il l'année. faisait chauffer l'eau dans la casse et le chaudron. Puis avec cette espèce de genre de casserole, il prenait l'eau comme ça. Il la vidait sur les draps, ça recoulait par Dans le chaudron. dans le chaudron par le trotteuil. Le couleux. Le couleuil. Ça chauffait, et puis on reprenait, et tout le Toute temps. la journée. Ouais. Toute la journée, il fallait qu'il y ait une femme qui soit constamment Et puis- à prendre l'eau, la vider, tout le temps de la Je lessive. précise la chose, c'est que la cendre qu'on utilisait, qu'on enfermait dans un un torchon, linge. dans un linge, c'était surtout pas de la cendre de chêne, parce que de la cendre de chêne avec le tanin, oui, ton bien linge, il aurait été tout noir, Ah oui, oui, il prenait surtout de la cendre de bois blanc, de bouleau. de bouleau. Et puis ça, là- alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah ça. Ça, c'est... Oui, parce que quand on sciait les blés ou les seigles, le chaume restait haut comme ça. Il restait Alors on le brisait comme ça, on passait dans les... Et on faisait comme ça avec la chaumette pour le briser. Et ensuite on mettait les moutons à packager. Alors ça, c'était pour serrer la botte de carrel sur le toit avant de l'attacher avec un petit bout de fil de fer, pour la coincer entre Ou bien de la ronce. de la tige. Ou de la Ou ronce. de Il la n'y avait ronce. pas le fil de fer, on mettait Oui, on mettait des la ronces. Des ronces fendues. Des ronces fendues. Alors ça, c'est la tondeuse et les forces pour tondre les moutons. La mare pour faire écouler l'eau dans les champs. Et puis les corsoirs Aujourd'hui, ça serait une Pour recueillir le temps sur les troncs de chêne. pour enlever l'écorce sur les troncs de chêne ou de sapin. Le système de force là, pour tondre les moutons est extrêmement intéressant parce que ça servait aussi pour tondre les draps. Et au musée de la Société d'archéologie de Romorantin, ils ont trouvé une force gallo-romaine à Gièvre, mais qui est beaucoup plus grande. Mais c'est exactement le même système en plus grand. Quand une fille naissait, par exemple, eh bien, on coupait le cordon, naturellement, à la mère, et on l'enterrait sous un rosier pour que ce soit une belle fille. Et puis, quand c'était un garçon, alors il fallait que ce soit un joyeux de riz, un bon vivant, on enterrait le cordon sous un pied de vigne. Il y a plus de 50 ans que j'ai découvert ça parce que je me promenais dans tous les communes de Sologne, quoi, pour faire mes enquêtes. Ah ben quand on arrive dans une église comme ça, d'abord on la voit pas à la presse. Bon. Et puis qu'on arrive, et puis qu'on découvre tout d'un coup dans la partie gauche du transept, mon vieux, cette magnifique fresque, parce qu'elle était en bien meilleur état que ça. D'ailleurs, elle est sur mon bouquin, sur le 3e volume, je crois bien. Ah ben elle est beaucoup plus belle que ça. Elle est beaucoup moins abîmée. C'est un scandale que les beaux-arts laissent dégrader une chose comme ça. Si bien qu'il y a un tas de choses qu'on ne peut plus lire. Moi, ça me met en rage. Alors qu'on gaspille de l'argent pour un tas d'autres choses qu'ils ne valent pas. Normalement, ces armes, les voici. Et ça, ce sont les armes des Dargouges, du moulin d'Argouges, là. Il y a en haut les armes de Philippe du Moulin et en dessous les armes de Charlotte d'Argouges, sa femme. Oh, c'est dommage de laisser ça dans cet état-là. Il y a pas de... Moi, je connais pas toute la France, mais je connais pas de fresque aussi monumentale et aussi parlante, mais aussi pleine de mystères. Là. On dit la seule mystérieuse, mais ça, c'est typiquement, je dirais presque, c'est presque typiquement Sologno. C'est unique, un personnage pareil. Un seigneur représenté tel qu'il était, avec sa barbe, d'ailleurs c'était la mode à l'époque. Si, c'était au château de Romorantin quand François Ier y était. Bon, l'ambassadeur de Venise avait des colloques néphrétiques. Et Triboulet, le fou du roi, va vers l'ambassadeur de Venise et lui dit « Oh, je vous plains, mais je connais un bon remède. »
Elle lui dit, vous n'avez qu'à vous mettre le doigt dans le trou du cul et le sucer ensuite, et puis ça le plus vite possible, et au bout de très peu de temps, vos coliques néphrétiques seront disparues. Le gars, il ne savait pas si c'était à boire ou à manger, et après ça, Triboulet, on va dire ça, François Ier, et à toute la cour, qui riait, ils s'en sont payés. Oui, ça c'est ce que l'on appelle un autel. Mais il a été vraisemblablement fait avec une pierre tombale du XVe siècle. Et ce qui était particulièrement intéressant et qui montre l'intensité du culte que les Sologneaux portaient au bienheureux Saint-Viatre, ce sont tous ces prélèvements qui ont été faits dans l'autel, creusés, pour en retirer de la poussière, de la brique ou même du ciment qu'on mettait dans les petits cornets, qu'on emportait chez soi et qu'on buvait en potion contre les fièvres, puisque Saint-Viatre était le grand guérisseur des fièvres. Alors vous voyez, ces prélèvements sont extrêmement profonds, c'est absolument typique et montre l'extrême intensité d'un culte populaire. L'édifice lui-même doit dater du XVe. On l'appelle le calvaire actuellement, mais dans les vieux textes, on parle du chafaud de Saint-Viatre. C'est un monument qui semble unique en France. Je pense qu'il a été construit surtout, étant donné l'influence des pèlerins qui venaient et qui ne pouvaient pas entrer dans l'église. Alors, lors des processions, on déposait la châsse du Saint. Et alors, toutes les ouvertures ici permettaient à tous les fidèles assemblés, qui étaient plusieurs milliers, de pouvoir contempler et donc honorer la châsse. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il a été fait. Naturellement, la légende dit qu'il a été fait sur le tombeau de Saint-Viatre, mais enfin, on n'a aucun document à ce sujet-là. Saint-Loup, c'était le second patron. Mais en fait, c'était le saint le plus populaire. Il était même presque plus populaire que Saint-Viatre. Et lui, il guérissait de la peur. C'est pas des superstitions, c'était reste de vieux cultes qui ont été christianisés. Alors là, vous avez un paillon fait par le paysan en paille de seigle, hein, et attaché avec de l'écorce de ronce. Ça, c'était fait aux longues soirées d'hiver au coin de la cheminée. Hein. Et puis là, vous avez la boutroune. La boutroune, c'était pour mettre les fruits secs. Les prunes qu'on avait passées dans le four, qu'on avait fait sécher. Alors on les mettait dans la boutroune pour les conserver l'hiver. La boutroune, c'est fait en paille de seigle comme le paillon. En paille de seigle, attaché avec de l'écorce de ronce, recouvert d'un enduit de chaux puis d'une espèce de vernis. Puis il y avait le couvercle en paille pareil, donc les fruits se conservaient très bien là-dedans, pour l'hiver. Alors là, vous avez la limousine. La limousine, là où plante du berger. Alors ça, on prenait ça pour aller garder les moutons au champ, puis pour aller dans la carriole. Parce qu'il fallait bien s'abriter sous une limousine dans la carriole. Puis là, vous avez le parapluie. Le parapluie de berger. On s'abritait en dessous pour aller garder les moutons au champ. Puis on s'en servait aussi pour aller dans la carriole. Toute la famille s'abritait en dessous. Parce que les carrioles n'étaient pas couvertes. Puis là, vous avez le vaisselier. La vaisselle est 19e. Parce que au XVIe siècle, ils n'avaient que de la vaisselle en terre. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter de la belle vaisselle comme ça. Donc, ils n'avaient que de la vaisselle en terre. Alors là, vous avez la pendule, qui est 19e, et à sort de Romorantin, c'est une solognotte. Puis là, vous avez le départ au marché. La grand-mère, le grand-père, avec les paniers d'œufs, qui vont au marché. Alors là, vous avez le grand-père avec sa biaude, le chapeau, le quamio, la grand-mère avec son châle, son caraco, et puis son grand jupon avec son tablier, et puis la coiffe, solognotte, brodée. Parce que pour aller au marché, il prenait des belles coiffes, hein, il mettait des coiffes brodées. D'ailleurs, il prenait aussi des coiffes brodées au cours des cérémonies.
Et d'ailleurs, les Solognons, on les reconnaissait par la coiffe. Parce que ça différait d'un pays à l'autre. On disait, bon, ben, celle-là, elle est de J, celle-là, elle est de Mur, celle-là est de Lacé. Hein, celle-là est de Romorantin. Celle-là est de Prunier ou... Hein? C'était des gens pauvres. C'était des gens pauvres. Les locatures, c'était quoi une locature? Alors la locature, c'est une petite maison où on abritait, on logeait l'ouvrier agricole, si vous voulez, ou le bricolin. Parce qu'il y avait des fermes qui étaient beaucoup plus grandes, mais les locatures, c'était toujours une petite maison avec une seule pièce. Alors tout était là. On mangeait, on dormait, on faisait toute la vaisselle, on faisait enfin tout dans la même pièce. Ils n'avaient pas 36 pièces. Alors là, vous avez le coin Bassy. Alors, la pierre de Bassy, c'était très curieux en Sologne, il n'y en avait pas. Hein? Donc il fallait aller dans la Touraine pour en trouver. Alors les pierres de Bassy, on les retrouve très très basses à cause que les femmes se mettaient à genoux par terre pour faire la vaisselle. Ils se mettaient comme ça. Il avait la vaisselle dans un récipient en terre comme ça, puis il mettait la vaisselle écoutez là. Ça servait uniquement d'égouttoir. Hein? Parce que les pierres de Bassy sont qu'à 40 cm du sol. Alors là, vous avez la baratte pour faire le beurre, et le billot à découper, le saloir pour saler la viande de porc, et puis les crémières, moule à fromage, les fouesselles. Là, vous avez le moule à beurre, toutes les poteries en terre, ça c'est un porte-déjeuner, on portait le déjeuner au champ là-dedans. Puis là, vous avez le paillon pour le fromage. Alors le fromage blanc, quand il était égoutté dans les fouesselles, on le retournait sur le paillon. Puis là, on prenait du charbon de bois qu'on écrasait avec du sel pour le bleuir. Et après, quand il était un petit peu plus sec, si vous voulez, on finissait de le mettre sécher dans la chaisier. La chaisier, c'est un genre de panier rond en osier qu'on accrochait dehors pour mettre sécher le fromage. Là, il y en a une dans la grange, une chaisier. Puis là, c'est les bourbettes. Les bourbettes pour aller dans les champs. Alors, les bourbettes, c'est un sabot avec un cuir. Et on mettait des guêpes par-dessus. Hein? Et il y a un peu de paille dans les bourbettes parce que les chaussettes n'existaient pas au XVIe siècle. Ils s'entortillaient les pieds dans des chiffons. Hein? Et ils mettaient un peu de paille pour avoir plus chaud. Oh, j'avais des fois 12 ans. Maman, elle me disait, Fernande, balbeur. Vous savez, c'était dur de battre le beurre. Ça durait des Et alors, hein? beurre, beurre, mon beurre se fera, beurre, mon beurre se fera, beurre, mon... Des fois pendant 1 heure de temps, il y en avait marre, hein, j'avais chaud. Mais alors, la Sologne, c'était un conservatoire. La Sologne, c'est un conservatoire au point de vue ethnologique. C'est ça qui est absolument formidable. Il fallait avec le doigt. Pour voir si c'était bien fait, Voilà. si le beurre était bien fait. Alors Ah oui, mais attends, quand ça commençait à virer, alors là... Elle a laissé le coup, à passer son dos comme ça. C'était bon la crème. Hein. Et beurre, mon beurre est fait, beurre, mon beurre est fait. C'était pas la même chose. Hein. Et après, on mangeait dans le Tu t'imagines un peu, toi, une ferme isolée comme ça, il y a 100 ou 150 ans, avec des bois déjà encore beaucoup plus rapprochés, puis il y a des loups qui se promenaient en Sologne, parce qu'il y avait des loups en Sologne, tu sais. Hein? Bon. Maintenant, Mais c'est fini maintenant. Non, c'est fini. Le dernier a dû être tué dans la forêt de Brouilladon, je crois, vers 1911. Mais c'était un problème, hein, les loups en Sologne. Oh, puis alors, ce qui leur fait la fausse aux gens, c'était les meneux de loups. Les meneux de loups. Alors, c'était des gens un peu... des marginaux, évidemment. Oui. Alors qui tâchaient de trouver dans les bois des loups, des jeunes loups ou de jeunes loups, puis qui les élevaient, puis qui les promenaient en laisse. Ça s'apprivoise très facilement un loup. C'est un animal très intelligent. Hein. Alors, et puis alors ils allaient dans les fermes, et puis ils quêtaient. Les gens en avaient une peur noire. Avec leur loup. Ah bah oui, avec leurs loups en laisse.
Les gens en avaient une peur noire. Et quand on voulait faire tenir les gosses tranquilles, on disait, attends, je vais te donner au meneu de loup. Oh, il y avait cette tradition. Mais il y en avait, il ne fallait pas rire. Il fallait quand même faire attention. Hein. Des histoires, cette pauvre vieille. Ah, l'on savait, à moi tabac. Nous, les cagnots, j'étais toute oreille. Eh bien sûr que je ragnais au point. Les sorciers, ils dansent sur le ronde qu'à nous disant sur les minuit. Pareil que le diable était aussi pour faire la mallusion sur le monde. Malheur à ceux qui, à cette heure-là, la passaient par la planche Mosa. Dieu, j'entendions par la ventouse tous les contervants berloqués. Moi, Cagnou, je pensais à des choses. Les autres, ils étaient tout à foyer. Puis une fois, dans la chapelle blanche, je me capissais en dessous les draps. D'accord que c'est que j'entendais là-bas. Grand vent balu hulait dans les branches. Et que je croyais entendre comme ça tous les jeteux de sort de la planche de Mozart. Ah ben, elle s'est mariée en 1897 et elle a eu mon oncle en 1898. Il faut vous dire que dans un village, il y avait une sorte de contrôle moral de ce qui se passait dans chaque village. On peut pas. Donc on se réunissait le soir, on bavardait, on faisait grâler des châtaignes dans la cheminée, on faisait des rondiaux, et il y avait une atmosphère d'extrême sympathie, de convivialité qu'on retrouve hélas de moins en moins et qu'on ne trouve plus, qui n'a pas été transposée dans les quartiers des villes, hélas. Moi c'est ça qui est assez dramatique sur le plan social. Mais c'était des cérémonies extrêmement gaies. Chacun racontait des histoires, le grand-père, la grand-mère, les jeunes écoutaient ça et le retransmettaient de génération en génération. Et c'est comme ça, car la mémoire populaire remonte extrêmement loin, et c'est comme ça qu'on peut récolter un certain nombre de contes et de légendes. Il y a encore quelques décennies, on pouvait les récolter assez facilement. La tendresse, saveur du reste, qui gonfle les cœurs de 20 ans. D'un ricoté ou la jeunesse, d'un coq la jeunesse et le printemps. On est vieux quand le ciel pleure, la pleure des berrois des grêliots. Choupe si bas tout à l'heure.